Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. C'est tous les jours en direct, du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui. Alors qu'est-ce que disent les salariés, ceux qui sont de retour au travail? On y reviendra à l'occasion d'une étude réalisée, une étude passionnante d'ailleurs réalisée par l'agence EPOCA. Son directeur est sur notre plateau. Smart et réglo, voyage, séminaire d'entreprise, ça s'est un peu évidemment tassé pendant cette période de Covid, mais aussi team building. Attention, il y a risque de redressement de l'URSSAF. On fera un point avec un avocat, c'est Smart et réglo. La pause café de Fanny Griesmer. On va s'adresser à un sujet un peu sociologique, que finalement tout le monde vit, quel que soit son environnement professionnel. Ce sont un peu les ragots dans l'entreprise, c'est ces petites histoires qui circulent. Ça structure l'entreprise, on en parlera avec Fanny, et c'est la pause café. Et puis dans le cercle RH, c'est un grand débat, un entretien avec Daniel Penel, directeur général de la World Employment Confederation. Il est conférencier et auteur de ce livre. On en parlera longuement. Le paradis des consommateurs est devenu l'enfer des travailleurs, édition du Panthéon. On s'intéressera à ces salariés qui sont devenus, pour certains en tout cas, de véritables consommateurs d'emploi. On en parlera avec lui. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, focus sur le recrutement. Comment faire pour recruter des profils difficiles? On en parlera à l'occasion d'une société Covea qui travaille sur des secteurs extrêmement pointus et qui recrute d'ailleurs. On en parlera avec elle. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son retour au travail. Voilà le thème aujourd'hui de cette rubrique. Comment vivent les salariés, mais pas seulement d'ailleurs, les décideurs, les managers, dans cette nouvelle étape du déconfinement. On en parle avec Mathieu Gabet. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de revenir sur notre plateau. Vous étiez venu il y a quelques mois. Vous êtes président de l'agence EPOCA, 200 salariés et vous accompagnez plus de 300 clients et leurs collaborateurs, évidemment, dans leur communication, leur stratégie de marque et tous les enjeux dont on va parler. L'étude, je l'évoquais, elle est passionnante. C'est une étude, finalement, c'est une photographie de ces salariés qui retournent au travail. D'abord, pourquoi avoir voulu faire cette photographie? Pour avoir une photo un peu plus précise de la situation? On sort d'une période assez incroyable qu'on a tous vécu, confinement, reconfinement, déconfinement. Le 1er juillet prochain, les salariés vont pouvoir retourner officiellement au travail. Alors ça va se faire petit à petit. Ça nous semblait indispensable pour éclairer nos clients et notre écosystème de faire avec Harris Interactive une étude justement sur la perception non seulement des salariés, ceux qui ont été en télétravail, ceux qui n'ont pas été, mais aussi de l'autre côté, de la part des décideurs, des entreprises finalement, et quelle est la vision de chacun, quelles sont les attentes, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, quelles sont les perspectives, comment ça va fonctionner aujourd'hui et demain. Alors, c'est intéressant, c'est l'expression utilisée dans l'étude, c'est une relation un peu tiède au télétravail, parce que c'est vrai qu'il y a des salariés qui ont apprécié ce télétravail, et puis d'autres, et on le voit d'ailleurs dans l'item, dans l'histogramme, quand on est en full remote, 100% télétravail, ça n'a pas très bien marché. Ce qui fonctionne, c'est l'hybridation, on va vers cela. Exactement, on va de plus en plus vers ça. Après, il y a des salariés qui ont été très heureux de pouvoir être à distance et c'était très bien. Ça a permis aussi à beaucoup de managers de se rendre compte à quel point le télétravail pouvait répondre à beaucoup d'enjeux. Moi, j'avais beaucoup d'amis, patrons d'entreprise ou autres, qui se disaient jamais on pourrait télétravailler, en tout cas pas dans ces conditions-là. C'est vrai. La réalité, c'est que ça fonctionne, mais attention, il ne faut pas mélanger le télétravail subi qu'on a vécu ces derniers mois, qui poussait à l'extrême très clairement à des manques d'efficacité absolument colossaux, versus le télétravail choisi qui devrait être en permanence dans les entreprises et dans les institutions. On y travaille au quotidien. Moi, c'est ce que je répète en permanence à mes collaborateurs et à mes clients. Oui. On doit choisir, on ne doit pas subir. Par ailleurs, vous êtes vous aussi à la tête d'une entreprise, parce que vous êtes le président de l'agence, donc vous êtes aussi celui qui devait gérer en interne ces problématiques. Ça se vit comment dans une agence de communication? Là aussi, les collaborateurs, ceux que vous avez embauchés, vous disent nous aussi on voudrait partir en hybride. C'est la tendance aussi. Alors, chez vous? C'est évidemment compliqué. La chance qu'on a chez EPOCA, c'est qu'on a des studios télé aussi, et donc on est resté un peu ouvert, ce qui nous a permis d'accueillir les collaborateurs qui souhaitaient être présents. On a pu garder des moments aussi d'échange et d'interaction. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un métier d'intelligence collective. Moi je dis, à chaque fois qu'on est dans des activités d'intelligence collective et de métier d'interface, le présentiel est absolument essentiel. Après, il faut choisir, être au bon endroit, au bon moment, selon les bons sujets.
fait. Il y a plein de thématiques qu'on peut travailler en remote, mais il y en a plein aussi qui ne s'y adaptent pas. Et attention à s'imposer un fonctionnement et un quotidien qui n'est pas forcément le meilleur. Vous nous dites que vos clients ont besoin de présentiel, ils ont besoin de quelqu'un avec qui parler, échanger. C'est ça. Oui, c'est utile. On peut le faire en distanciel, mais on voit bien que dans nos locaux, on a la chance d'avoir un magnifique rooftop, d'avoir des espaces de travail qui permettent justement de travailler ensemble. On est beaucoup plus efficace dans ces moments-là. Et d'ailleurs, tous nos clients, nos 300 clients sont ravis de pouvoir venir et revenir et sont venus évidemment dans toutes les conditions de sécurité pendant la période de confinement quand c'était possible. Alors Mathieu, je le disais, il y a la version, les questions posées aux salariés, puis les questions posées aux décideurs et aux responsables d'entreprise. Sur les conséquences négatives en matière de travail pour les décideurs, on a choisi cet item qui est assez intéressant. D'abord, ce qui ressort, c'est qu'il y a une difficulté de séparation vie pro, vie perso à 61%, santé physique mentale, et on l'évoque aujourd'hui à l'occasion d'une étude d'une mutuelle qui évoque des difficultés de choc psychologique des salariés, 39%. Difficulté de communication, ça c'est important, c'est 30%. Et baisse de motivation et d'engagement, 29%. Il y a beaucoup de choses là à analyser, mais la question de la baisse d'engagement, ça c'est une vraie question. Est-ce que l'hybridation ne risque pas finalement de distendre ce lien entre le salarié et l'entreprise ? Je ne sais pas, ce qu'il faut, c'est que je ne sais pas si l'hybridation est la réponse non plus à tout et tout le temps. Il y a des métiers qu'on va avoir besoin de faire encore en proximité. Ce n'est pas parce que pendant la période on n'avait pas le choix et on devait respecter une approche sanitaire évidemment essentielle. Ça n'empêche que c'est important de pouvoir passer du temps ensemble et surtout de choisir sur les bons sujets, sur les bons métiers. Les sujets de motivation que ça peut générer derrière sont évidemment très importants. Passer d'une réunion Teams à une autre, à un moment donné, on ne fait plus que ça. On passe de webinar en webinar. Est-ce que vraiment c'est ça notre job ? En tout cas, il y en a beaucoup qui ne sont pas ceux-là. Et ça, il faut le savoir, il faut le dire. Vous faites un accompagnement, évidemment, corporate et RH. Il y a un petit point de vigilance parce que dans un des items, la relation qu'ont les salariés avec l'organisation de l'entreprise, que ce soit les managers, on voit que finalement, le chiffre le plus faible, c'est la relation qu'ils ont eue avec leur RH. Alors, c'est un bon chiffre, 66%, mais je crois que les managers, c'est 75% d'éléments positifs. Sur les RH, il y a un petit point de vigilance. C'est quoi ? Parce qu'ils ont été ultra sollicités, parce qu'ils étaient partout et que c'était compliqué pour eux pendant cette période ? Il y a un vrai plébiscite des managers de manière générale. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les salariés et les collaborateurs ont particulièrement apprécié l'accompagnement des managers qu'il y a pu y avoir, qui eux-mêmes sont plus critiques d'ailleurs vis-à-vis d'eux-mêmes et qui auraient voulu faire mieux. Parce que c'est vrai que la période, elle a été vraiment très difficile pour tout le monde. Très clairement, les RH se retrouvent dans une position qui n'est pas une position facile, avec des gens qui viennent les voir en leur disant est-ce que je peux venir ? Ah non, c'est pas possible pour des raisons sanitaires. Il y en a d'autres qui disent ah bah oui, mais moi je suis inquiet, je peux pas venir. Exact. Donc ils ont quand même le mauvais rôle à l'intérieur de tout ça. Moi je pense qu'il faut être aussi compréhensif dans une période qui a été particulièrement difficile et demain à nous de construire ce qui va permettre de réussir ensemble. Et puis enfin ce dernier chiffre, on va pas inonder, allez lire cette étude évidemment parce qu'elle est très détaillée, elle est plutôt agréable à lire. 38% des décideurs estiment que leur entreprise aurait pu en faire davantage. Une forme de mea culpa des décideurs qui se disent on aurait encore pu faire mieux. Ça, c'est intéressant. Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, les salariés sont beaucoup plus contents de ce qu'ils ont vécu que la vision des chefs à l'intérieur de tout ça. Donc c'est bien, c'est relativement sain. Et je trouve ça une très bonne chose que ça puisse se mettre en place comme ça. Mathieu Gabel, à la rentrée de septembre, toutes les entreprises, la vôtre aussi, préparent cette rentrée. C'est pas la rentrée de septembre, c'est la rentrée du 1er juillet déjà. Le 1er juillet, je le rappelle, on a possibilité, il n'y a plus d'obligation par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il faut respecter tous les fondamentaux sanitaires. Mais on revient au boulot. Important de donner un signe, en tout cas d'être au boulot quand c'est nécessaire, sur les bons sujets, au bon endroit, au bon moment. Mais quand même, il nous reste peu de temps, mais on a quand même le sentiment que certains salariés vont y retourner en traînant un peu des pieds et que certains décideurs vont avoir un peu de mal à les faire revenir. Vous avez cette sensation-là ? Oui, tout à fait. Ça représente une part de population. Et d'ailleurs, on le voit bien chez nous, mais surtout chez tous nos grands clients. Au quotidien, il y a des équipes qui se rendent compte que des collaborateurs ont déménagé sans prévenir personne. 30%, là, disait la NDRH. Oui, alors je ne sais pas si c'est effectivement 30%, ça me paraît énorme. Mais moi, mon constat, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des enjeux de recrutement de marques employeurs absolument colossaux à la rentrée, dans la mesure où il y a toute une part de population
qui ne fait plus partie du marché du travail. Exactement. On a des gens qui changent de métier totalement, hein. C'est ce que j'appelle le syndrome, mais positivement, hein. Pâtissier, jardinier, des gens qui changent totalement de vie, et on en a à notre niveau. On a des collaborateurs qui décident de passer en full remote, c'est adapté sur certains métiers et pas sur tous, donc on va manquer de talent pour être capable de travailler au quotidien sur des métiers d'intelligence collective. Et puis on a aussi des collaborateurs, des salariés, des gens à tous les niveaux, hein, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, que ce soit des gens avec des gros niveaux d'expérience ou pas, qui se retrouvent dans des situations où ils ont envie finalement de se dire j'ai beaucoup travaillé, j'ai plus envie de cette vie-là, je me pose des vraies questions, je m'arrête. Moi je pense qu'il y a 15% aujourd'hui des salariés qui ont disparu directement ou indirectement. On va avoir des enjeux de recrutement de marque employeur extrêmement forts à la rentrée, et évidemment des enjeux de communication globale, interne et externe. Évidemment, l'entreprise doit garder ses talents, en tout cas les conserver et où en attirer. Ça, c'est une vraie question. Vous viendrez nous en parler parce que je pense que l'enjeu de la rentrée, il est là. C'est de conserver les talents et puis peut-être de remotiver des salariés qui ont un peu dérivé, évidemment, dans un autre monde, finalement, sur cette espèce d'île déserte du confinement. Merci, Mathieu, d'être venu sur notre plateau. Mathieu Gabet, vous êtes le président de l'agence EPOCA. Avec cette étude, allez la consulter, elle est très intéressante. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est notre rubrique Smart et Réglo avec un avocat. Il est là dans nos locaux. Alors la pause café, puisqu'on nous dit que l'avocat n'est pas là. Tout de suite, c'est la pause café avec Fanny Griesmer. Smart et Réglo, ça sera juste après. Évidemment, tout de suite, c'est Fanny Griesmer. On va faire une petite pause, pas plus tôt que prévu. Et alors, où est le mal ? Il n'y a pas d'heure pour une pause. Il n'y a pas d'heure pour une petite pause. Une pause café. Fanny, on parle d'un sujet. Alors, évidemment, c'est presque de la littérature, c'est de la fiction. Ça n'a pas été quantifié dans des études, voilà, comme on étudiait le télétravail. Il y a quelques études, mais généralement, c'est pour dire que voilà, on en a un petit peu assez. C'est les ragots. C'est quasiment un salarié sur deux, quand même, qui regrette d'avoir autant de ragots au bureau. Bah ouais. Je pense autant, voire plus qu'il pratique. Donc, au final, on est à la fois victime et acteur des ragots. Totalement, c'est vrai. On a effectivement ces deux facettes, les ragots, cancans, oui-dire, potins, commérages au bureau. Ils se partagent, se mélangent, se déploient dans les couloirs comme une traînée de poudre. Qu'ils soient croustillants ou non, on aime s'en délecter. Si en théorie nous sommes tous plus ou moins dérangés par le fait d'écouter et de propager des ragots, en réalité, il faut bien l'avouer, on adore ça. Oui, il y a bien une commère qui se cache en chacun d'entre nous, dans vous aussi, Arnaud. Et contrairement aux idées reçues, les potins ont un rôle bénéfique dans les entreprises. Oui. Excusez-moi, c'est quoi un bon ragot ? Vous dites que c'est bénéfique. Alors, j'en doute. La recette est assez simple, la recette du bon ragot. La recette. Alors, pour qu'un potin soit efficace, il faut bien sûr que la personne dont on parle soit clairement identifiée. Ça semble assez évident. Bien évidemment, absente de la conversation, puisqu'on parle derrière le dos de quelqu'un, mais aussi que l'information ait un caractère suffisamment surprenant pour capter l'attention de celui qui vous écoute. Ce qui nous attire, en réalité, c'est la vie cachée de ceux avec qui l'on partage un petit quelque chose, en l'occurrence un lieu de vie, et ce lieu de vie, c'est l'entreprise. Évidemment, les ingrédients d'un bon ragot ne manquent pas, hein, Fanny, il faut le dire. Au bureau, il y a de la matière. Non, il y a matière à une dispute entre deux collègues, rémunération, promotion, petites histoires sentimentales en interne. Tout est bon dans le qu'en dira-t-on. L'entreprise est un théâtre qui offre chaque jour de nouveaux prétextes pour s'échanger ragots, potins, dans un endroit hautement stratégique. Vous le connaissez très bien, celui de la machine à café, l'épicentre de la vie de bureau. Ouais, c'est l'espace de Fanny Griesmer, cette machine à café, puisque depuis presque un an, on vit près de cette machine. Alors, donc moi, je connais tous les ragots, a priori. Pourquoi finalement on ne prend part à ces ragots ? Parce qu'on pourrait très bien dire, mais non, moi, je ne m'occupe pas de ce genre d'histoire, et je passe à autre chose. Pourquoi on y est sensible ? J'ai envie de vous dire que dans le désir de vouloir connaître à tout prix les échecs, les erreurs, les réussites ou les démons des autres, ça répond à ce vilain défaut que l'on appelle la curiosité. Il traduit aussi souvent un besoin compulsif d'information, voire de rebondissement. Parce que oui, depuis l'enfance, on adore les histoires, les petites comme les grandes. Elles nous divertissent, nous rassurent, elles permettent aussi de mettre en branle notre imagination. Et puis entre nous, quand vous avez un collègue qui vient vous voir avec le dernier scoop du service d'à côté, il est souvent difficile de dire non. Ça ne se refuse pas, évidemment. Non, on ne refuse pas un bon ragot. Il y a ceux qui, on parlait de la victime, il y a ceux qui les colportent. Généralement, on fait un petit peu les deux. C'est ça, on est victime et colporteur.
Oui. Alors on peut être victime ou entendre un ragot et ne pas le colporter, mais globalement, une rumeur, ça se diffuse, donc forcément, un ragot, ça se colporte. Une rumeur, c'est un ragot pour vous, on est bien d'accord? Oui, c'est quand même... C'est le cran au-dessus, la rumeur, quand même. Proche. Ouais. Oui, alors rumeur, on a tendance à penser que c'est faux. Voilà. Ouais. Mais que, effectivement, pour qu'un ragot se colporte, si ça passe différentes étapes, c'est qu'il y a quand même un petit brin de vérité, ou en tout cas, l'information vous paraît crédible. En tout cas, quand on colporte un ragot, a priori, on peut penser de manière assez simple que c'est une manière comme une autre d'amorcer une discussion, une conversation, de tisser des liens avec une nouvelle personne. Mais le fait de détenir une information importante, là c'est important, importante ou surprenante, avant les autres, ça permet aussi d'attirer l'attention sur soi, de connaître un court moment de gloire. Ça donne le sentiment d'avoir, un tant soit peu, le pouvoir. Raconter discrètement une histoire drôle, insolite ou confidentielle répond donc à un besoin naturel, celui de reconnaissance et d'approbation par l'autre. Et ça permet aussi, au sein de l'entreprise, de se protéger. Oui. Alors, oui, on fait des dossiers, quoi. On ne peut pas toujours se protéger d'une rumeur, d'un ragot ou d'un potin, mais en tout cas, le cancan a une fonction cathartique. En colportant les ragots, le raconteur extériorise d'une certaine manière ses peurs, ses doutes et sa colère. Quand il chuchote des vérités ou des inepties à propos de la promotion ou du licenciement d'un collègue, en quelque sorte, il se rassure, met des mots sur ses angoisses, sur ses peurs. Il évacue la pression, car l'histoire concerne l'autre auquel on aime tant se comparer. Et puis, ce qu'on remarquera aussi, c'est qu'au sein d'une entreprise, là, quand il y a plus de ragots, quand il y a une période de crise, des changements en interne, parce qu'il y a énormément d'incertitudes. Donc le ragot donne c'est quoi, un moyen d'extérioriser d'évacuer finalement, comme vous dites, des angoisses et des moments souvent de tension qu'on ne peut pas exprimer ailleurs et autrement que comme ça. C'est quoi? C'est donc pas qu'une manie futile. Alors c'est pas futile du tout, c'est bien au contraire, plus profond. Les bruits de couloir ont des vertus cachées. Ils pimentent la journée de travail, on se dit qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Ils créent une forme de complicité entre collègues, ils permettent de sceller des alliances, de souder, fédérer un groupe autour d'un récit commun. Le ragot a donc un rôle social structurant de premier ordre. Pour l'anthropologue Robin Dunbar, il est même l'équivalent humain de l'épouillage. Oui, l'épouillage, vous savez... Les chimpanzés? Le toilettage mutuel que pratiquent les chimpanzés. Alors c'est vrai que l'idée semble assez peu séduisante quand on la transpose au cadre professionnel, mais elle traduit la proximité, la connexion, l'aspect primaire des commérages. Très primitif finalement. Est-ce que, pour terminer, est-ce que ça a mis fin, le télétravail dont on parle beaucoup depuis des mois, est-ce que ça a mis fin à tout cela ou il y avait encore du ragot en visio? Alors, le ragot visio? Peut-être le ragot visio, une nouvelle forme de ragot. Alors certainement du ragot visio, parce qu'on peut imaginer que le ragot n'est pas mort avec le télétravail. Force est de constater qu'il y en a eu nettement moins d'indiscrétions, moins de confessions, plus de vie de bureau, loin des yeux, loin des oreilles. On le sait, les potins naissent, vivent, circulent spontanément dans les couloirs du bureau, pas dans les entrailles de votre salon. Les ragots vous ont forcément manqué, vous pouvez l'avouer, mais avec le retour au bureau, il y a fort à parier que vous et vos collègues soyez branchés de nouveau sur la même fréquence, celle de Radio Moquette. La fameuse Radio Moquette. Ça fonctionne bien. Utilisée dans nos métiers de journalistes. C'est l'expression que les journalistes utilisent. Radio Moquette pour parler de petits ragots internes. Merci Fanny. Merci à vous. Mais je n'avouerai rien, puisque vous avez cherché à me faire avouer. Vous n'avez pas une petite histoire à me raconter? Absolument aucune histoire à vous raconter. Je vais rester focus sur notre émission aujourd'hui, Smart et Réglo. Vous allez voir, Fanny, ça va vous intéresser puisqu'on parle des voyages, des séminaires d'entreprise. Tout ça, c'est tari, évidemment, à l'aune de cette période de confinement. On parle aussi des team building, c'est ces réunions où on saute en parachute, où on se roule dans la boue. Mais simplement, il faut être très vigilant parce que ça peut être un redressement URSSAF, évidemment, suspendu au-dessus de la tête du chef d'entreprise. On en parle tout de suite, c'est Smart et Réglo. Smart et Réglo avec Guillaume de Saint-Cernin. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien. Avocat associé en droit social au cabinet BG2V. On va parler d'un sujet, alors on se dit mais pourquoi là? Pourquoi là? Parce que tout repart. Les team building, parce que c'est une fin d'année, il faut relancer les équipes. Parce qu'il y a les voyages, il y a les séminaires d'entreprise. Et vous avez envie en tant qu'avocat nous dire tout ça c'est très sympathique, mais attention, il peut y avoir des risques. Absolument Arnaud. On risque quoi d'abord? C'est principalement, moi je vais l'étudier sous l'angle URSSAF. Donc ce qui m'intéresse, c'est le risque URSSAF
que prend ou pas un chef d'entreprise lorsqu'il organise un voyage d'affaires ou un séminaire pour rebooster un peu ses équipes. Concrètement, il y a quand même avant d'attaquer cette question de l'URSSAF, il y a le rapport des salariés au télétravail. Là, c'est un peu modifié quand même la relation des salariés à l'entreprise. Vous êtes d'accord avec ça ? Exactement. Et en fait, vous avez raison Arnaud, la question se pose parce qu'on voit que depuis 15 mois, donc on enchaîne confinement, reconfinement, télétravail imposé. Ça a évidemment, le télétravail, des vertus indéniables, notamment dans la période qu'on a connue, mais ça présente aussi certains risques ou inconvénients. 40% des salariés, ça c'est une source, c'est votre source, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, 40% des salariés qui ont répondu à l'enquête se sentent isolés. Absolument. Et il y en a 39% qui déclarent éprouver de l'appréhension dans la perspective d'un retour en présentiel. Ce qui est assez contradictoire à l'idée de se rouler tous ensemble dans la boue. Exactement. Mais ce qu'on voit, c'est que cette période de télétravail, en fait, on a une perte d'autonomie, on a une perte de lien social, on a un isolement de plus en plus fort des salariés. Et quand on va revenir en présentiel, on a un besoin de recréer ce team building, de recréer cette cohésion. On se serre les coudes. Exactement. Là arrive évidemment la mise en place du service RH et communication peut-être, de se dire tiens, qu'est-ce qu'on invente pour essayer de resserrer les liens. J'évoquais ça avec humour, mais c'est vrai, il y a parfois des courses collectives, on tire des sacs, on fait des sauts, on dresse des chevaux, enfin il y a plein de team building possibles. Bien sûr. Sauf que pour vous l'avocat, attention danger, ça peut être considéré comme des frais qui sont sujets à... On a un avantage en nature qui sera donc assujetti à charge sociale, et on voit, nous on a le cas au cabinet pour plusieurs clients, des clients qui qui subissent des redressements URSSAF, parce que les conditions posées pour que ces événements de team building et de cohésion, de renforcement de la cohésion échappent aux charges sociales ne sont pas réunies. Donc, c'est quoi les problèmes là ? Qu'est-ce qu'ils doivent justifier pour que ça le soit inversement ? Concrètement, il faut justifier d'un programme de travail avec des obligations particulières imposées aux salariés, et il faut que le temps passé à travailler pendant ce séminaire soit supérieur à 50%. Et donc, on ait un voyage qui ait une prédominance professionnelle, et que ce voyage ne corresponde pas à l'exercice normal des fonctions des salariés. Et là, à ces conditions-là, et il faut pouvoir en justifier le cas échéant, à ces conditions-là, le voyage peut échapper à cette qualification. D'où ces fameux séminaires où travaille le matin dans des grandes salles de réunion, et puis l'après-midi, on s'ébroue au golf et je ne sais où pour faire de la voile. Donc en un mot, l'URSSAF dit aux chefs d'entreprise, attention, ce que vous venez de faire est soumis à cotisation. S'il a respecté les règles des 50 avec 50% de travail et plus, il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas de cotisation. Et il faut un des critères qui est mis en avant aussi par les juges, c'est la présence ou non des conjoints, qui sont évidemment non salariés de l'entreprise. On considère que si les conjoints sont présents, forcément le voyage peut avoir une nature de voyage d'agrément, et donc on le requalifie. Concrètement, l'entreprise se défend. Qu'est-ce qu'elle doit apporter comme justification ? Parce qu'elle peut aussi inventer un faux séminaire en disant que le matin tout le monde était là et l'hôtelier ne dira pas le contraire. Enfin, il ne faut pas une enquête jusqu'à l'hôtel. Non. Il ne faut pas exagérer. Non, mais il faut produire un programme de travail relativement précis et détaillé, et l'URSSAF et ensuite les juges en cas de contentieux vont regarder dans ce programme de travail la part des activités professionnelles et la part des activités ludiques. Et en fonction de la prépondérance de l'un ou l'autre, on requalifiera ou pas ce voyage. Donc en un mot, un chef d'entreprise qui va décider de dépenser 30 000 euros ou 50 000 euros pour organiser un team building, s'il ne respecte pas ces règles où il y a un peu de travail, il y aura sur cette base des 50 000 euros de la cotisation sociale. Exactement, c'est la valeur réelle qui est prise en compte, absolument. C'est quoi, on calcule quoi sur la cotisation sociale là ? Il y a les charges patronales qui sont de l'ordre de 45%, plus une pénalité de retard de 5%. Donc c'est pas rien. Et puis après il y a les charges salariales de l'ordre de 22%. Donc ça lui fait, sur 50 000 euros, il va rajouter 55 000 euros de cotisation. Oui, alors après c'est surtout les charges patronales de 45% plus les donc on n'est pas loin, quasiment de 50 000 plus 50 000. Bien sûr, donc ça coûte cher à l'entreprise, un team building. Un dernier mot sur ce sujet. L'URSSAF est quand même très vigilante sur plein d'autres sujets aussi. Il vérifie pas mal de petites choses. Oui, exactement. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que on voit, alors c'est pas rendu sur les voyages ou les séminaires, mais c'est rendu sur les soirées ou la participation à des événements sportifs. Exact. On voit que cette notion de renforcement de la cohésion, de renforcement des techniques de travail, d'échange entre les salariés. Donc là, l'URSSAF est plus souple sur ces questions-là ? Pour moi, c'est un peu plus souple. Mais la règle est la règle. La règle est la règle. Mais il faut confirmer tout ça, parce que c'est des choses que l'on voit
des arrêts qui sont assez récents sur des soirées, donc pas des séminaires ou des voyages. En un mot, on loue une loge dans un stade de foot pour emmener toute son équipe et ses cadres. Là, l'URSSAF dit bon. Si on arrive à démontrer d'abord que c'est exceptionnel. Et que c'est pas tous les matchs. Et que c'est pas tous les matchs, voilà. Exceptionnel, que ce sont des moments d'échange pour renforcer la cohésion et qui participent finalement à une technique d'organisation et de gestion de l'entreprise. Oui. Alors, certaines décisions de l'URSSAF, mais pas toutes, certaines décisions des cours d'appel, pardon, mais pas toutes, acceptent de ne pas prendre en considération ces événements dans l'évaluation des avantages en nature. Avant de nous quitter, en fonction des régions où on habite, on a des URSSAF plus ou moins sévères. C'est un peu comme pour les juridictions. Exactement. Ouais. Certaines sont plus souples. Celle d'Île-de-France, ça se passe comment strict, pas strict? Plutôt strict, mais ça dépend beaucoup effectivement d'abord de l'URSSAF et puis du contrôleur qui vient dans l'entreprise. Physiquement de celui constater contrôler l'entreprise. C'est ça. Il y a une petite disparité effectivement. Toujours bien accueillir son contrôleur de l'URSSAF. Ça, c'est important. C'est le conseil que donne l'avocat. Toujours être sympathique, mais pas trop non plus. Pas trop non plus, mais et surtout pas s'opposer. Parce que l'opposition à un contrôle URSSAF entraîne des sanctions plus importantes. C'est ça. Et en plus, on peut contester sur le plan juridique. Ensuite, et il y a un délai de contestation derrière. Exactement. C'est une procédure à suivre. Attention au team building, à l'idée de resserrer le lien. Et parce que vous allez en avoir besoin, vous, chef d'entreprise. C'est une réflexion que vous menez pour l'été, peut-être pour la rentrée. Soyez très vigilants. Consultez un avocat. Donc, c'est un peu ce que nous dit Guillaume sur ce plateau. Merci Guillaume de Saint-Cernin d'être venu sur le plateau, avocat associé droit social au cabinet BG2V. On fait une courte pause et on se retrouve pour notre débat qui sera un grand entretien aujourd'hui avec un expert, un écrivain. Il s'interroge sur la place du salarié qui est de plus en plus devenu un consommateur. Bah oui, le salarié, il fonctionne comme un consommateur. Il achète son emploi, il a des exigences de consommateur. Il est très exigeant, parfois versatile. C'est un peu une transformation, voire même une révolution de notre monde du travail et même du marché du travail. On en parle avec lui. Il sera notre invité dans quelques instants après cette pause. Le cercle RH avec un grand entretien aujourd'hui. Je vous présente Daniel Penel. Bonjour Daniel. Denis Penel. Denis Penel, mais pourquoi Daniel ? Bah oui, bien sûr, Denis, ça commence très très mal. Denis, directeur général de la World Employment Confederation, vous êtes conférencier et auteur d'un livre dont le titre que je trouve génial, Le paradis du consommateur est devenu l'enfer des travailleurs aux éditions Panthéon. Pour vous décrire, c'est intéressant parce que l'institution que vous représentez est peu connue, mais elle œuvre évidemment côté patronat, côté entreprise. Vous êtes non pas un lobbyiste, mais un influenceur. Une partie de votre vie se passe à Bruxelles, à Genève, pour effectivement apporter les idées que vous développez dans votre livre. D'abord, on va revenir sur votre thèse, parce qu'il y a une réflexion que vous menez, vous dites certains salariés sont devenus de véritables consommateurs. Ce sont aujourd'hui des gens qui ont les mêmes exigences que lorsqu'ils vont acheter un produit. Enfin, c'est quand même une révolution incroyable, ça. Oui, mais c'est une évolution de la société en général. On est aujourd'hui dans une société consumériste, avec une abondance de choix. Et pourquoi cette tendance s'arrêterait au seuil de la porte des entreprises et au monde du travail ? Non, aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'individus consomment le travail comme ils consomment d'autres biens et services. Donc le travail est devenu un objet de consommation comme un autre. Ce qui est intéressant, c'est que vous le développez. Alors, je pense que votre livre a été écrit avant la période Covid, si je ne m'abuse, mais enfin, il vient faire écho à ce qu'on a vécu. Sur ce plateau, on a vécu une accélération. Est-ce que dans les comportements sociologiques des salariés, on a vu cette accélération du consumérisme, du rapport à la consommation ? Absolument. La crise a été pour moi un accélérateur de particules, c'est comme ça que je le dis, et ça a accéléré des tendances qui étaient déjà bien présentes, dont celle de la consumérisation du travail, avec une volonté d'avoir plus de choix, plus de liberté par rapport au travail. Et donc plus de choix, ça veut dire quoi ? C'est choisir mes horaires, c'est choisir quand est-ce que je vais au bureau, quand est-ce que je reste chez moi. Donc côté entreprise, c'est compliqué parce qu'il faut répondre à ces nouveaux besoins des individus et ça va impliquer effectivement de mettre en place des politiques de gestion des ressources humaines beaucoup plus pointues, beaucoup plus individualisées. Concrètement, c'est un peu une économie à la demande, c'est un peu le travail à la demande. Enfin, nous qui parlons beaucoup des DRH sur ce plateau, enfin, honnêtement, c'est un casse-tête pour les DRH de planning, d'organisation. En fait, il faut en permanence individualiser pour chaque salarié. Là aussi, c'est une révolution. Avant, c'était des entreprises qui mettaient en masse des salariés qui arrivaient à 8h, 8h15 et qui à 17h débauchaient. C'est fini tout ça.
Absolument. Alors, c'est moi ce que j'appelle l'artisanat de masse, c'est-à-dire qu'il faut à la fois faire du sur-mesure, mais à grand volume. Donc, comment réconcilier deux? Ça, c'est tout le challenge. Mais ce que vous dites reflète ce phénomène qui est bien présent et que la crise, encore une fois, où la pandémie a accéléré, c'est cette hybridation du monde du travail. Et quand on parle d'hybridation, c'est pas simplement le lieu de travail, on va travailler 3 jours à la maison et 2 jours au bureau ou inversement. C'est aussi l'hybridation du temps de travail. Aujourd'hui, vous avez une minorité de travailleurs qui ont encore des horaires flexibles et qui, comme vous le dites, travaillent du lundi au vendredi de 9h à 17h. Beaucoup de gens travaillent le week-end, beaucoup de gens travaillent avec des horaires décalés, travaillent à temps partiel. C'est en gros 19% de la population active aujourd'hui. On n'en parle pas suffisamment. Donc un temps de travail qui s'est aussi complètement diversifié. Et puis, encore plus important, je dirais, c'est la contractualisation de la relation de travail, donc le contrat de travail qui s'est diversifié. Alors ça, c'est pas un phénomène nouveau, ça a commencé dans les années 1980 avec le développement du CDD, de l'intérim, des stages, etc. Mais là encore, il y a une accélération phénoménale qui a eu lieu. Et la France, là-dessus, d'ailleurs, détient quasiment un record mondial. C'est le nombre de contrats de travail qui sont stipulés dans le Code du travail. On est à plus de 40 aujourd'hui. 40 types de contrats de travail. Absolument. Avec donc, du CDD, de l'intérim classique, mais aussi maintenant on a des CDD pour les sportifs professionnels. La télé. La branche de l'intérim a créé un CDI intérimaire. Donc voilà, des sortes le CDI de chantier, j'ai vu récent, c'était une dernière loi. Absolument, chantier ou par projet. Donc une multiplication des types de contrats de travail qui fait que ce monde du travail est devenu protéiforme, mais aussi ce que j'appelle moi liquide, parce qu'il est beaucoup plus fluide qu'avant. Mais vous, votre thèse, c'est qu'il y a quand même un face-à-face dans le titre de votre livre. C'est le paradis du consommateur, mais c'est l'enfer du travailleur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que ce n'est pas le même, là, le consommateur et le travailleur? C'est deux mondes qui se tournent le dos? Alors, l'un profitant de l'autre? Voilà, le problème, c'est que c'est la même personne. Donc, on a tous des comportements schizophréniques. Parce qu'on est tous à la fois consommateurs. Je suis cycliste automobiliste. Voilà. Mais c'est clair que l'individu, au cours de ces dernières années, a privilégié ses intérêts de consommateur par rapport à ses intérêts de travailleur. Et à ses propres dépens, quelque part. Puisque pour avoir toujours plus vite, aujourd'hui, quand on consomme, on veut tout de suite. Je veux le vêtement tout de suite. Là. Voilà. Et derrière, il y a des gens, forcément, qui doivent répondre à cette demande. Et donc aussi, en tant qu'individu, on est confronté à cette réalité. Mais Denis Pénel, quand même, est-ce que c'est pas en train doucement, cette crise Covid, de transformer le rapport de force? Et pour faire un peu de politique, on se souvient de la puissance du marxisme dans les ateliers, dans les usines, qui crée ce fameux rapport de force entre le patronat et les salariés. Enfin, tout ça, d'abord, a volé en éclats. Les syndicats ne représentent plus qu'à peine 7% des salariés, et ça baisse. Est-ce qu'on est en train, avec ce phénomène, d'inverser le rapport de force? C'est-à-dire le salarié consommateur a la main, finalement, presque sur sa destinée professionnelle. Oui, parce qu'il y a une sorte de nouvelle alliance entre le consommateur et l'actionnaire aujourd'hui. Si on revient au modèle Fordiste que vous décrivez, il y avait une alliance entre le travailleur et le dirigeant d'entreprise. Ford disait, moi j'augmente le salaire de mes travailleurs, comme ça ils vont acheter mes voitures. Ils vont acheter mes voitures. Aujourd'hui, c'est plus le même principe. C'est l'actionnaire se dit, moi je veux vendre plus et moins cher. Pour ça, je vais satisfaire mon consommateur. Donc je mets en place un système d'organisation du travail qui répond à cela, mais effectivement au détriment du travailleur, parce que lui, il est en bout de la chaîne. C'est lui qui, à la fin, doit satisfaire le consommateur, donc travailler de façon plus flexible, de façon plus souple et à la demande, comme vous le disiez. Ça bouleverse les gouvernances. Là, on parlait des actionnaires qui ont une stratégie que vous venez d'évoquer, mais parlons de la gouvernance des entreprises. Je parlais des DRH, mais je dirais les COMEX doivent là, en ce moment même, s'interroger. Vous qui aiguillonnez, qui apportez des idées, puisque c'est aussi ça le rôle d'un influenceur, qu'est-ce que vous portez en ce moment dans votre mallette à Bruxelles? Qu'est-ce que vous amenez comme idée quand vous rencontrez l'OIT à Genève? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui de l'évolution de ce monde du travail? Alors moi, je rappelle déjà que dans les entreprises, il y a deux types d'investisseurs. Il y a les investisseurs en capital, les actionnaires, et les investisseurs en travail, les salariés. Les salariés. Ça, c'est très important. Ceux qui sont en photo dans votre livre. Exactement. Et c'est eux, malheureusement, qu'on a un peu trop oublié aussi ces dernières années. Donc remettre, alors c'est un beau mot qui a été 1000 fois prononcé, mais remettre l'humain au centre de la relation de travail, donc réhumaniser notre capitalisme et réhumaniser notre relation de travail, mieux prendre en compte l'intérêt de l'individu. Faire en sorte que les COMEX peut-être soient aussi effectivement plus à l'écoute de leurs collaborateurs plutôt que de leurs actionnaires. Donc là, rééquilibrer le pouvoir en interne au sein de l'entreprise, je pense que c'est vraiment une des dimensions importantes de l'évolution à venir. Il y a quand même un délitement de cette relation, et on le voit dans la notion d'engagement entre les salariés qui peinent à revenir, des DRH qui peinent à les faire revenir parce que certains ont déménagé, on l'évoquait tout à l'heure, et vous l'évoquiez aussi. L'entreprise est en train de mourir?
telle qu'on l'a connue, puisque ma boîte, quoi. Est-ce que ma boîte est en train de mourir? Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, l'entreprise sort de ses murs et de ses frontières. Donc, l'idée qu'on avait d'une entreprise avec 4 murs, une grande chaîne de travail, une chaîne d'assemblage, ça, c'est terminé, c'est vrai. L'entreprise s'est décentralisée, elle s'est éclatée. Vous pouvez, quand vous allez visiter aujourd'hui une entreprise, vous allez peut-être voir 50% de la force de travail, et puis les 50% autres vont être soit chez eux, soit travailler de l'Inde ou de la Chine, parce que vous aurez externalisé une partie du travail. Donc, c'est clair que les frontières de l'entreprise ont éclaté, mais l'entreprise reste essentielle pour la création à la fois d'emplois, mais surtout d'innovation. Donc moi, je n'ai pas du tout de crainte que l'entreprise va disparaître, et je crois à la force du modèle capitaliste, mais ce modèle... Le modèle capitaliste. Voilà, mais je parlais de l'entreprise, effectivement, dans sa structuration sociologique traditionnelle, c'est-à-dire les murs, le bâti, on pousse la porte, on pointe, tout ça est en train doucement de s'effacer au profit d'un monde très individualisé, où chacun n'arrivera pas à la même heure, où chacun aura un flex office. C'est quoi le monde un peu fictionnel de demain? C'est ce que je disais, c'est une entreprise beaucoup plus liquide, pour faire référence au célèbre sociologue Zygmunt Bauman qui a écrit La société liquide. Ça touche aussi le monde de l'entreprise. Donc une société, une entreprise qui sera beaucoup plus souple dans son organisation, dans sa relation de travail, avec des collaborateurs effectivement qui composeront des équipes diverses, éclatées. Certains seront à 1000 km à distance du lieu de l'entreprise, d'autres seront sur place, et avec des contrats de travail très différents. Donc un des grands enjeux des DRH de demain, ça va être effectivement de faire cohabiter cette force de travail éclatée, diverse, aux statuts différents, avec des attentes différentes, exact. Mais quand même faire en sorte que tout le monde travaille de façon collective. Il y a un phénomène que vous soulevez, Denis Penel, qui est très intéressant aussi, c'est qu'avant, les choses étaient assez structurées. On faisait ses études, on trouvait un emploi, puis on partait à la retraite, on ne travaillait plus. Là, aujourd'hui, et c'est ce que vous dites, qui est assez intéressant, les étudiants qui viennent sur notre plateau, ils bossent pour payer leurs études. Les salariés, parfois, ils peinent, ils ont des ruptures d'emploi parce qu'on ne fait pas la même carrière. Et puis, leurs retraités, près de 400 000, je crois que c'est le chiffre que vous évoquez, 400 000, ils travaillent. Donc, en fait, finalement, le travail disparaît, mais pas tant que ça. Le travail est partout et plus long, en fait. Absolument. Encore une fois, les frontières deviennent beaucoup plus poreuses l'une entre elles. Donc, ce grand cycle à 3 temps de vie, j'étudie, je travaille, je prends ma retraite. Les 30 glorieuses, quoi. Voilà, mais ce modèle-là est derrière nous, c'est clair. On est au XXIe siècle. Donc, c'est clair que le modèle qu'on a appliqué et qui a bien fonctionné au XXe siècle pour développer l'économie, assurer la croissance, n'est plus adapté à notre nouveau modèle économique. L'économie du XXe siècle, entre guillemets, c'est une économie industrielle avec des grosses entreprises, de la production de masse. Aujourd'hui, on est dans une économie à la demande, où le consommateur a pris le pouvoir, où il est exigeant, où il veut du choix, de la liberté et du sens, d'ailleurs aussi dans son comportement d'achat. Ces tendances-là impactent aussi le monde du travail. Juste pour qu'on soit bien d'accord, on a bien vu que cette société liquide commençait à impacter l'entreprise, tout ça devenait un peu mou. Ça me fait penser aux images du film Matrix, où tout se déforme, tout se ramollit, tout se mélange. Ça touche combien de la population salariée, les gens qu'on évoque? Est-ce que ce sont ceux qui sont du secteur de la tech, de la finance, qui sont vraiment les talents qu'on recherche, et puis une partie de la population reste dans un format traditionnel? Comment ça se répartit dans notre population de salariés? Alors vous avez raison de souligner la diversité aussi des statuts et des situations. Il n'y a pas une situation. Mais on est aujourd'hui on est dans une société tournée vers les services. Les services représentent 70% à peu près de notre richesse. Donc l'industrie s'est réduite évidemment comme peau de chagrin. L'agriculture... l'industrie est partie en Chine. Voilà, l'agriculture c'est 3% de la main-d'œuvre aujourd'hui en France, alors que c'était 50% il y a un siècle. Donc clairement on est dans cette économie de services qui, encore une fois, exige un modèle d'organisation du travail différent de notre économie industrielle du XXe siècle. Alors, c'est vrai que tout le monde n'est pas égal à ces évolutions. Plus vous êtes diplômé, plus vous êtes bien formé, plus c'est facile de vous adapter à cette nouvelle situation. On l'a vu avec le télétravail. Sur le télétravail, vous avez, je crois, plus de 60% des cadres qui ont pu faire du télétravail et que 2% des ouvriers. Parce que c'est vrai que malheureusement... Les premières lignes. Voilà, et puis nous sommes soumis à la loi de la gravité. C'est compliqué quand vous êtes un ouvrier de ramener une porte de voiture à peindre chez vous le soir, vous voyez. Oui, on ne la met pas sous son bras. Exactement. Oui, il faut être sur site, il faut avoir le matériel et ainsi de suite. Quand même, je reviens à votre travail d'influenceur, les rencontres que vous avez, qui sont des rencontres très institutionnelles finalement. Il y a un débat quand même de fond sur le marché du travail, les retraites, les grandes réformes à accomplir, qui viennent finalement percuter le débat politique. J'ai toujours l'impression, quand on parle de ces sujets, que le pouvoir, que les gouvernants ont toujours un train de retard. C'est le sentiment que vous avez et que c'est finalement l'entreprise qui va plus vite, qui est la plus agile.
Absolument, mais c'est l'évolution naturelle de la société. Le monde du business est toujours plus réactif que le monde de la politique, ça c'est clair. Sauf qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise est quand même dépassé par les évolutions technologiques. C'est le monde technologique qui évolue plus vite que l'entreprise, et l'entreprise cherche à s'adapter, court un peu derrière. En même temps, on l'a vu que là, ces derniers mois a été un accélérateur, encore une fois, phénoménal de la digitalisation des entreprises. En quelques mois, elles ont gagné probablement 5 années de digitalisation. Les entrepreneurs se sont rendus compte que finalement, ça marchait, le télétravail, ça marchait. À partir du moment où on avait les bons outils informatiques, que le e-commerce s'est développé de façon exponentielle. Donc finalement, les entreprises ont sans doute rattrapé un peu de retard sur l'évolution des technologies. On vient de voir ce monde du travail liquide qui évolue, qui se transforme. Est-ce que vous y mettez aussi dans vos analyses la révolution numérique, cette 4e révolution, certains parlent même de la 5e révolution, qui est en train finalement de faire exploser tous nos modèles de consommation, la manière de travailler, la manière même de penser finalement. Est-ce que tout ça est lié à cette révolution numérique qui nous a explosé en plein visage? Alors la révolution numérique, oui, elle est là et elle y contribue, mais je pense plus profondément qu'il y a aussi des évolutions sociologiques dans nos sociétés. Induites par cette révolution? Alors, qui sont à la fois... Il y a un double effet qui se coule. À la fois, c'est induit, mais ça accélère aussi des comportements qui font que l'individu aujourd'hui est au centre du débat. Il a des attentes de consommateurs. Encore une fois, il veut qu'on respecte plus son individualité, sa singularité. Respectez-moi. Voilà, exactement. C'est ce que disent maintenant, on le voit, des jeunes quand ils sont en entretien de recrutement. Ils disent « You have to respect my authority ». Il faut respecter mon autorité. Vous dites c'est une révolution, ça. Bien sûr. Et oui, bien sûr. Donc, ces évolutions sociologiques sont pour moi sans doute plus importantes et le numérique a accéléré tout ça. D'ailleurs, avant de nous quitter, Denis Penel, c'est intéressant ce rapport à encore une fois, une catégorie assez particulière de ces jeunes diplômés d'écoles de commerce ou d'écoles assez prestigieuses qui ne vont plus dans une entreprise pour faire de l'argent, mais qui vont dans une entreprise, on l'a vu à travers plusieurs études, parce que l'entreprise leur donne du sens. Et inversement, quand ils sont dans une entreprise qui ne leur donne plus de sens, ils s'en vont. Ça, c'est aussi une tendance forte. Absolument. Alors, c'est pour ça que moi, je ne crois pas du tout à la perte de cette valeur travail. Je pense que le travail, on l'a vu, ceux qui ont été privés de travail pendant la pandémie ont souffert. Donc, le travail continue d'occuper une place très importante dans nos vies, mais par contre, on veut que ce travail ait un sens, que ce soit un moyen de s'accomplir, encore une fois, en tant qu'individu et en tant aussi que consommateur, quelque part. Y a un débat philosophique, je ne sais pas si vous le portez au sein de votre structure du World Employment, mais certains s'interrogent, c'est le revenu universel, c'est la façon dont on partage la richesse. Est-ce qu'il y aura dans les 50 années à venir du travail pour tout le monde? Parce que c'est une vraie question. Il y a ceux qui peuvent choisir et changer de magasin 3 fois dans l'année, et puis il y a ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans un magasin. Alors, ça fait 2000 ans qu'on annonce la fin du travail. Donc, on a encore un peu de temps. C'est un vieux sujet. Aristote en parlait déjà. Donc, moi, je ne suis pas inquiet là-dessus. Moi, je suis convaincu que le progrès technologique va créer toujours plus d'emplois qu'il n'en détruit. C'est vrai que les innovations détruisent de l'emploi, mais elles en créent d'autant plus. Absolument. Donc ça, moi, je suis convaincu de ça. Donc, je ne crois pas du tout à la société des loisirs et à la fin du travail. Et même, imaginons que demain, on soit dans une société des loisirs. Vous êtes sur la plage, assis sur votre transat, et vous avez faim, vous avez soif, vous voulez lire un livre. Il va bien falloir que quelqu'un vous prépare la nourriture, prépare votre boisson et écrit le livre. Donc il y aura toujours du travail. C'est un mythe absolu, la fin du travail. Donc vous ne croyez pas à cette idée que finalement, il faut repenser le travail à l'aune de moins de travail, donc plus, ce qui était en fait la philosophie, pour le dire simplement, qui hérisse les poils de certains chez l'entreprise, la philosophie des 35 heures. Comme il y a moins de travail, on va le partager. Ça, vous n'y croyez pas? Non, c'est un non-sens, c'était une mauvaise idée. On le voit aujourd'hui, toutes les difficultés qu'on a rencontrées dans le secteur hospitalier à cause du Covid sont liées en partie à l'application des 35 heures. Donc aujourd'hui, il y a des pénuries de main-d'œuvre, donc non, ça ne fonctionne pas. C'est vrai, il y a aujourd'hui, au moment où on se parle, 300 000 emplois qui ne sont pas pourvus dans des secteurs un peu tendus et pour lesquels on ne trouve pas d'emploi. D'ailleurs, c'est intéressant, avant de nous quitter, c'est la construction qui cartonne, l'aide à la personne, et puis là, on le voit récemment, la restauration, la cuisine et la restauration. Comment vous l'expliquez, vous? C'est parce que les salaires sont trop faibles et la qualité de vie est mauvaise et qu'on en revient à ce salarié consommateur qui dit moi ça ne correspond plus à mes aspirations? C'est une grande partie de la réponse, c'est le manque de valorisation de ces métiers qui sont pourtant essentiels et en première ligne, comme on le disait. Effectivement, il faut les revaloriser et financièrement
Et aussi, et ça c'est un défaut français, par rapport aux services, les services à la personne sont toujours mal vécus en France. C'est vrai. Ça remonte à la Révolution française, je pense. Donc revaloriser ces métiers à la fois financièrement et en termes d'image sociale. Le service, l'accueil, la qualité de service qui est très forte aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, sur lesquels les pays latins, en tout cas la France, est parfois assez critiquée par ses touristes d'ailleurs. Merci Denis Penel de nous avoir éclairé sur le monde de demain, mais qui est au fond le monde d'aujourd'hui, puisque c'est d'aujourd'hui dont on parle. Directeur général de la World Employment Confederation, conférencier et auteur de ce livre, lisez-le, Le paradis du consommateur est devenu l'enfer du travailleur, édition du Panthéon. C'était un grand plaisir de vous accueillir sur le plateau. Bon vent vers Bruxelles, Genève et toutes les destinations pour aller porter la bonne parole et vos idées. On termine notre émission par Fenêtre sur l'emploi, c'est une rubrique recrutement justement, et on parle d'entreprises qui sont dans des secteurs tellement pointus qu'elles peinent à recruter. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. J'évoquais les profils difficiles à recruter. C'est un sujet parce que c'est des métiers parfois très pointus qui demandent une grande technologie. Et j'ai à mes côtés Adrien Contant. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Couvea. Couvea, c'est ça. C'est quoi Couvea? Racontez-moi parce que c'est très pointu. Pointu, non, c'est des enregistreurs de température innovants et connectés qui permettent de sécuriser la logistique des produits thermosensibles, dont les produits de santé alimentaire et en ce moment toute la logistique des vaccins Covid qu'on est en train de distribuer dans toute la France et dans le monde entier. Donc il y a eu un passage à moins 80, mais aujourd'hui on revient plus sur du frigo, donc entre 2 et 8 degrés. Donc les moins 80 ont disparu, c'est une information. Non, il y a toujours. Ça a fait le buzz à un moment parce que ça a bouleversé toute la logistique. Bah oui. C'est encore d'actualité, mais c'est devenu plus minime. Le gros de la logistique se fait à des températures frigo avec les frigos qu'on connaît industriels et les véhicules adaptés. Alors Covéa, ça cartonne parce que d'abord le secteur d'activité dans lequel vous êtes, on vient de le voir, il y avait des besoins. Il fallait mesurer la température et vos outils, ce que vous fabriquez. Vous en êtes où en matière de recrutement et comment ça se passe? Parce qu'on évoquait la difficulté de recruter des profils. Comment vous faites là? Vous êtes un peu en galère, pour le dire abruptement? Oui et non. Monter son entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc oui, il y a des difficultés. Le recrutement en fait partie. Ah ouais. Effectivement, là, on explose. Je dirais, on va atterrir à 2 millions d'euros. Il y a 2018, en 2018. Croissance de combien là, juste pour faire rêver? J'ai pas le pourcentage, mais je vais vous dire x10. On faisait 200 000 euros l'année dernière, là on fait 2 millions. On est 15 collaborateurs et on va monter à 25 d'ici la fin de l'année et on prévoit 10 millions d'euros d'ici 2024. Donc ça va être encore beaucoup de recrutement. Donc ça veut dire qu'à chaque fois c'est des ingénieurs, c'est quoi? C'est des gens du R&D, on améliore le produit. Qu'est-ce que vous cherchez là? Justement, le produit, je l'ai amené puisque c'est plus parlant. Donc ce sont ces petits enregistreurs de température connectés. Donc nous les concevons et nous les commercialisons. Donc c'est l'électronique, c'est du logiciel embarqué. Donc c'est en France, excusez-moi. Ça en France, on est basé à Montpellier, dans le sud de la France. J'avais une petite pointe d'accent. Ah bon, ça s'est effacé avec le temps. Et donc oui, 70% de nos effectifs, c'est de la R&D, donc des ingénieurs électroniques, des ingénieurs informatiques. Et la difficulté, elle est sur ce point-là, sur l'informatique, où aujourd'hui, moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce domaine-là, et on a vu les choses bien changer. Et effectivement, avec la digitalisation, il n'y a pas une entreprise qui ne dispose pas de un ou plusieurs informaticiens. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est en rupture totale pour trouver des profils. On le sait, on manque de main-d'œuvre dans ce secteur. Il y a plus d'offres que de salariés ingénieurs de talent. Comment on fait là quand on est une entreprise qui cartonne? Quelle est votre marque employeur? Parce que c'est la réflexion que vous menez. Vous dites, on n'est pas un mastodonte mais on cartonne. Comment on existe et comment on recrute? Nous, depuis le début, on est 3 fondateurs, mais aujourd'hui, l'entreprise, elle avance grâce à nos collaborateurs et on essaie de trouver les meilleurs. Et pour aller chercher les meilleurs, et quand il y a une rupture sur le marché, on innove. Et donc, il faut sortir de ces retranchements, trouver des idées originales. Donc vous allez chercher dans les écoles, vous formez en alternance. C'est quoi les stratégies de Covéa? Oui, c'est ça. On a des écoles d'ingénieurs à Montpellier, donc on est présent dans ces écoles pour les prendre à la source, bien sûr. Donc on a la chance d'être assez attractif puisqu'il y a beaucoup d'innovations technologiques, ça plaît aux jeunes, mais il faut quand même les convaincre. Donc on est régulièrement dans les écoles pour se présenter, se montrer, proposer des projets innovants. Mais il faut aussi des profils plus qualifiés. Et là, c'est notre plus senior. Plus senior. Ce qu'on appelle les talents, quoi. 5, 10 ans, 15 ans d'expérience, des gens qui vont apporter une expertise, qui vont structurer. Et ces gens-là, oui, il faut innover, il faut chasser.
Il faut chasser. C'est des gens aujourd'hui qui ne restent pas sur le marché, qui s'ennuient dans une entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les prendre parce qu'ils ont envie d'apporter. Là, vous vous appuyez sur un cabinet de recrutement, j'imagine, parce que c'est très compliqué d'aller chercher ces talents, de les détecter, d'aller même leur proposer d'être débauchés, puisque c'est de ça dont il est question. Alors, je ne serais peut-être pas le bon exemple parce que oui, beaucoup d'entreprises vont vers des cabinets et ça fleurit de partout en ce moment. Moi, je suis un ingénieur de formation, mais j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le consulting, donc c'était une partie prenante de métier de recruter. Vous êtes en charge de cela, d'accord. Et ça nous a beaucoup aidé avec mes 2 associés. On a internalisé tout le recrutement et c'est nous qui faisons de la chasse sur les réseaux sociaux, qui nous rendons visibles. C'est vrai qu'on essaye le mieux, c'est de faire venir les gens à nous, donc on crée. C'est vrai qu'on a une bonne notoriété en ce moment, donc ça aide. Mais c'est ça, c'est de se rendre visible pour que les meilleurs profils leur susciter l'envie de venir chez nous. Attention, chasseur sur LinkedIn, si vous croisez Adrien, il chasse, attention, soyez disponible. Juste Adrien, il y a une question sur le marché de l'informaticien. C'est vrai qu'on a eu des invités sur ce plateau qui nous disaient qu'il y avait une pénurie d'informaticiens. Est-ce que c'est un marché sur lequel vous dites je reste sur le marché français, ou est-ce que grâce justement au télétravail, grâce au numérique, vous pouvez aller chercher des talents un peu au-delà, voire même très au-delà? Je pense à l'Inde, qui a des très bons informaticiens. Est-ce que vous êtes dans cette logique très internationale? Pas à court terme, ça viendra peut-être un jour, mais nous, on privilégie la proximité autant dans tout notre circuit de sous-traitance pour avoir de la qualité, la maîtrise de tous les process. Nous, on recrute sur Montpellier alentour, des fois des profils parisiens qui malheureusement viennent chercher un peu plus le soleil. Ou heureusement, vous voulez dire? Peut-être, ou heureusement, bah oui. Mais non, l'international, on y pense pour le développement. Bah oui. Mais en termes de compétences, non, on va plutôt chercher les profils ici et on est bien lotis. On n'a pas besoin d'aller chercher de la compétence ailleurs. Adrien, avant de nous quitter, combien de postes sont à pourvoir? Parce que vous êtes venu aussi sur ce plateau pour nous le dire. Combien de postes pour lancer un appel là sur LinkedIn? Exactement, et sur les réseaux? Pour lancer cet appel. D'ici la fin de l'année, c'est 10 recrutements, majoritairement donc des ingénieurs R&D, des ingénieurs électroniques, mais surtout des ingénieurs IT, donc des profils développeurs web, des product owners, donc pour apporter la structuration, tout ce qui va être la partie spécification, gestion de projet. Et on va ouvrir environ 3 à 4 postes, et après plutôt de la partie commerciale, administrative Covea, en parallèle. 15 postes. Adrien Contant, merci, parce que nous sommes un tout petit peu en retard. En tout cas, allez sur l'onglet recrutement, c'est du recrutement interne, internalisé par l'entreprise Covea. Et nous avions, entre guillemets, le recruteur, le chasseur interne, un des fondateurs de la société Covea. C'était et qui cartonne, vous l'avez entendu. Merci Adrien d'être venu avec votre petit boîtier qui a fait votre succès notamment. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est la fin de Smart Job. C'est un vrai plaisir. Merci à Fanny Griesmer, Pauline Gratel. Merci à Louison pour l'accueil invité. Merci à Romain pour la réalisation et merci à Héloïse pour le son. Voilà, bye bye. Je serai là demain pour le débat du cercle des experts. On parlera du Conseil d'État qui retoque la réforme de l'assurance chômage. Tiens, qu'est-ce qui se passe? On en parlera demain. Je serai là. Bye bye.